Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Jacques Tassin au micro de Nouvelle Conscience. Jacques Tassin est chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Il consacre ses recherches au rapport homme-nature et en particulier à une écologie du sensible. Jacques Tassin est l'auteur de plusieurs dizaines de livres et articles dont les titres évocateurs proposent une vision intégrale du vivant dans une reliance invisible et spontanée. Me plonger dans les recherches de Jacques Tassin a été passionnant et extrêmement riche de sens et d'apprentissage. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui cette discussion pour une nouvelle conscience écologique et planétaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Monsieur Jacques Tassin. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui au micro de Nouvelle Conscience. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Je m'efforçais de répondre à vos questions. C'est un plaisir partagé de pouvoir justement parler, transmettre aussi autour de ces notions d'écologie sensible, de vivant et de ce lien qui nous constitue, qui nous permet d'habiter le monde, comme vous le citez parfois dans vos livres, pour reprendre les mots de Bruno Latour. Donc, la première question que je souhaite vous poser, c'est une question, on va dire, sémantique, pour revenir à la définition même de l'écologie en tant koikos, donc notre foyer, voilà, une incorporation à ce foyer du monde. Donc voilà, comment pourriez-vous définir l'écologie pour commencer, s'il vous plaît? Oui, parce que ce terme a été un petit peu dévoyé, en tout cas glissé, parce que le projet initial, s'agissant donc de l'écologie dont la notion a été inventée par un Allemand, Haeckel, en 1866, si je ne me trompe pas. Son projet, c'était vraiment de replacer l'homme dans l'ensemble du vivant, et au bout du compte, alors bon, je reprends la métaphore que vous avez utilisée, quoi, reprendre la terre pour foyer. Et c'est devenu autre chose. C'est devenu la science des interactions, des conditions d'existence du vivant, mais du même coup, comme toute science, il y a eu une infiltration de la physique, si je peux dire ça comme ça, et donc une vision très mécaniste du vivant. Oui. Et le projet initial qui portait d'abord sur des relations entre les humains et le monde, dont la part vivante du monde, a été, comme je le disais, alors dévoyé, le terme est peut-être un peu féroce, mais en tout cas transformé au profit d'une approche alors vraiment très tournée sur l'explication, la description de processus interactifs pour l'écologie scientifique, et très tournée vers un certain catastrophisme pour l'écologie politique. Voilà. Donc on est loin de l'approche initiale et puis de l'espérance finalement qu'il y avait, qui était finalement pas si loin de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une écologie du sensible. Voilà. Justement, en ce qui concerne l'écologie du sensible, donc c'était, on va dire, le sens premier de l'écologie, et il en a été détourné, c'est ça? Oui, c'est un peu cela, oui. Alors quand je dis, si vous dites le sens premier, c'est peut-être aller un petit peu loin dans l'interprétation, mais ça tenait de cela, ça tenait vraiment de ce relationnel
entre l'humain et le non-humain, Mhm. dont on se sentait bien, parce que c'est pas si récent, hein, dont on se sentait bien à l'époque, donc à la moitié du 19e siècle, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas et que ça pouvait nous revenir dans les dents, hein, si je puis dire ça de manière familière, quoi, et Mhm. que au bout du compte, ça ne conviendrait à personne, voilà, ni aux non-humains, ni aux humains eux-mêmes. Donc la Mhm. perspective était intéressante et voilà, on a perdu des yeux, donc il s'agit de la retrouver aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc le but, c'était justement de créer des relations entre l'humain et le non-humain Ouais. plus pas bienveillantes, mais en tout cas plus fluides, plus horizontales, plus Bah, oui, oui, parce que le projet, c'était que tout cela tienne ensemble. C'est-à-dire d'accord. que l'homme cesse de se développer au détriment de ce qui n'était pas lui-même, et Oui. au contraire retrouve une voie plus, alors, pas seulement plus harmonieuse, mais plus intégrée, de manière à ce que, comme on le dit aujourd'hui, l'homme ou la nature ne trouve pas place l'un malgré l'autre, Mhm. mais ensemble et avec, Oui. l'homme étant dorénavant de la nature. Oui. Donc Mm. on était déjà, au bout du compte, sur ces perspectives-là. Et après, bon, comment dire, la vie et la science ont repris le dessus, quoi. Voilà, et Oui. ont un peu écrasé cette perspective qui n'était peut-être, aux yeux de certains, pas suffisamment rigoureuse, pas suffisamment peut-être claire, ou pas suffisamment en conformité avec une vision assez physicaliste, hein, Mm. pardon pour ce barbarisme, mais de toute Mhm. science, quoi. Voilà. D'accord. Donc en plaçant finalement l'homme dans la nature et pas de la nature, ce serait Ou ça. pas malgré, oui, ou pas malgré la nature, ou opposé à la nature, quoi. La Mhm. perspective était celle que l'on finit par retrouver aujourd'hui, quoi. Mhm. Cesser de fausser, alors il y en a qui disent ça autrement, le fossé entre nature et culture, Oui. et puis enfin, éviter tous les problèmes d'anthropocentrisme ou d'anthropomorphisme dans lesquels on tombe souvent, Mhm. pour retomber dans, enfin, ou plutôt conserver une appartenance commune, quoi, une convivialité, Oui. une manière d'être qui ne fasse pas que nous appartenir, qui ne nous soit pas propre au point que ça finisse par nous poser difficulté. Voilà. Oui. Donc ce serait ça alors une écologie du sensible, c'est ce que vous venez de Oui, ça parler. serait, enfin, une écologie du sensible, ça serait effectivement une démarche, une voie de retrouvailles avec la spécificité du vivant Mhm. qui échappe au bout du compte à une vision, encore une fois, mécaniste, physicaliste, ou biophysique, etc., du vivant, qui n'est pas que ça, quoi, et qui est, Oui. non seulement il n'est pas que ça, mais il est d'abord autre chose. Mm. Moi, je me réfère volontiers, je ne suis pas philosophe, mais j'ai pas mal lu Merleau-Ponty Oui. et son travail sur la phénoménologie de la perception. Mhm. Et il met vraiment en avant de manière, c'est vrai que c'est peut-être pas toujours facile de lire, mais même s'il écrit très bien, mais il faut le lire et le relire. Mais en tout cas, il met très bien en avant ce qu'il appelle le primat du sensible, ou le primat de la perception, qui fait qu'avant même que nous nous saisissons de notre raison, hein, Mhm. en réalité, nous avons déjà mis en place des processus sensibles plus immédiats, Oui. intentionnels, euh, à la suite desquels se Oui. mettent en place des processus davantage Oui. cérébraux, formalisés, qui tiennent du Mhm. langage, etc. Et quand je parle de langage, lui, par exemple, euh, soutient qu'avant même que naissent les mots, il y a déjà cette intentionnalité qui Mhm. elle-même est langage, quoi. Et c'est Oui. vrai, quand on est avec des personnes qu'on connaît très très bien,
On dit, tiens, on se lit entre les mots, mais c'est parce qu'on C'est perçoit clair. cette intentionnalité. Voilà. Mm. Donc, voilà, c'est en lisant Merleau-Ponty, pour ma part, que j'ai été le plus convaincu de cette préexistence, en quelque sorte, du sensible dans le monde vivant. Alors, moi, je Mm. suis écologue, donc ça a été ma tasse de thé permanente, quoi, l'étude du vivant, de de ces interactions entre le vivant. Alors j'utilise volontairement ce terme que je n'aime pas, mais parce que c'est celui qui est utilisé dans le jargon de l'écologie Oui. scientifique. Et je préfère davantage le terme de relation et Mhm. de relations sensibles qui sont là partout, quoi, qui sont là même on s'en aperçoit aujourd'hui, même des bactéries, Mhm. elles ne sont pas insensibles aux bactéries voisines, elles vivent ensemble. Oui. Alors surtout lorsqu'il s'agit de colonies de bactéries, évidemment. Mais voilà, nul ne vit jamais seul et Mhm. nul ne peut vivre seul, alors d'un point de vue énergétique, alimentaire, etc., mais aussi d'un point de vue existentiel, dans la mesure où on ne peut se satisfaire de soi-même, et on le voit bien lorsqu'on est isolé des autres, alors Oui. humains ou non humains, bah, ça ne va pas bien du tout. Mm. Et c'est un besoin aussi c'est vrai pour nous, mais comme pour l'ensemble du vivant, de se, de se tourner vers ce qui n'est pas soi-même et Oui. de mettre en œuvre pour cela des processus sensibles. Mhm. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus par les, les Américains dans une chambre mais le nom m'échappe, qui est une chambre dans laquelle finalement aucun stimulus sensoriel n'est présent. D'accord. Et donc, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'odeur, voilà, tout est enlevé. Et Mhm. donc, on se retrouve replié sur soi-même. Et il Mm. paraît qu'au au bout d'une heure, on ne tient pas, quoi. Oui. C'est impossible de vivre Oui. privé de ces relations sensorielles, au sens large, Mhm. qui nous ont constitués. Oui. Parce que l'évolution, c'est aussi cela. L'évolution, alors c'est encore une fois en termes évolutifs, scientifiquement évolutifs, on veut dire, on pense ça de manière génétique, avec les changements moléculaires qui ont fait que, et puis avec des jeux d'adaptation qui ont fait que les êtres vivants d'aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Mais en disant cela, on évacue complètement ce qui est fondamental, c'est que si tout cela a eu lieu, c'est parce qu'il Oui. y a eu un jeu de relations sensibles Mhm. entre les différents êtres vivants. Et Oui. nous-mêmes, nous ne sommes ce que nous sommes que parce que nous avons, depuis donc 3 milliards et demi d'années, hein, je dis Oui. nous, dans l'ensemble de notre phylum évolutif, nous avons déployé des relations de la vue. Enfin, au début, c'était beaucoup plus archaïque que cela, mais enfin, donc au fil du temps, des relations liées à la vue, au toucher, à Oui. l'odorat, à Mhm. l'ouïe, etc. Oui. Et, euh, et nous sommes nous-mêmes que parce que nous avons Mm. touché d'autres Oui. êtres vivants qui nous ont touchés, qui Bien sûr. nous ont vus, etc. Dans un Mm. jeu de réciprocité quotidienne qui s'étale sur du temps très très long Oui. et qui ont fait que nous sommes encore une fois ce que nous sommes devenus. Et tout cela, l'écologie scientifique, orthodoxe, conventionnelle, Mhm. usuelle, n'en dit rien, n'en dit Oui. rien. Oui. Bon, pour des raisons diverses, parce que tout cela échappe à la mesure, tout cela échappe au formalisme, enfin en tout cas au formalisme usuel, Mhm. tout cela échappe à la donnée, Oui. à la quantité, mais ça ne veut pas Mhm. dire que ce soit illégitime, hein. Mhm. On est aspiré par le quantitatif, et de Oui. sorte qu'aujourd'hui, l'écologie scientifique euh, accumule des montagnes de données Oui. qui, au bout du compte, j'ai envie de dire, qui nous bouchent l'horizon, quoi, Oui. qui nous empêchent de voir. Enfin, Oui. c'est des murs, c'est des murs. Mm. Oui. C'est clair. Ouais, 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 ben, il y a beaucoup de questions qui me Mhm. viennent. C'est vrai que ça m'interroge énormément.
tous ces sujets, mais là, celle que j'aimerais vous poser justement, donc c'est finalement, donc là, c'est pas uniquement l'écologie, mais l'ère dans laquelle nous sommes nous coupe de ce qui a justement constitué notre évolution. Du coup, est-ce qu'on peut penser que le fait de tout bétoniser, de nous détacher de ce lien sensible, ça va avoir aussi un impact sur notre évolution future, sur le long terme? De manière plus générale, on perd toute expérience sensible. On a de moins en moins l'occasion de mettre en œuvre des expériences sensibles avec le vivant autour de nous lorsque nous vivons dans des villes. Ça, c'est évident. C'est plus difficile, mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que c'est impossible. Alors moi, je trouve que j'en parle parce que j'aime bien écouter ce qui est autour de moi, et du coup j'écoute beaucoup les oiseaux. Quand je me promène en ville, il n'y a pas un moment, au printemps en tout cas, où je n'entends pas un oiseau. Oui. Donc ça peut nous aider aussi à nous reconnecter, comme on dit, reprendre lien, et puis c'est pas si compliqué, quoi. C'est pas si compliqué lorsqu'on prend la peine d'une expérience sensible, et ben d'éprouver, j'ai envie de dire d'abord cette joie, cette joie de se retrouver en lien avec quelque chose qui nous déborde, quoi. Et si je continue un petit peu sur les oiseaux, alors moi de temps en temps je vais au travail. Alors, j'ai la chance d'habiter au nord de Montpellier, dans un village, et je vais au travail à pied, ça me prend 3/4 d'heure, et j'écoute les oiseaux. Et ça me permet de me resituer dans une perspective plus large, d'appartenir au paysage. Donc ça, c'est un bonheur, hein, c'est une jouissance, quoi. C'est clair. Et de me resituer dans l'espace, de me resituer en lien, encore une fois, avec ce qui n'est pas moi-même, avec d'autres êtres vivants. Et alors, j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ça peut être nommé comme une marche méditative. Voilà, donc, voilà, comme celui qui fait de la prose sans le savoir, moi je pratique la marche méditative sans le savoir. Voilà. Et tout cela n'est pas si compliqué. Et je le fais aussi en vie. Alors évidemment, c'est pas si facile parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a du bruit. Mais quand on fait l'effort, quand on fait aussi, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter sous un arbre, même sur un trottoir, quoi, et de le regarder, et c'est vrai qu'on n'ose pas, quoi, hein. Et moi, j'avoue que des fois, je m'amuse à le faire, justement, pas par provocation, mais en tout cas, ça me plaît de le faire. Je ne sais pas quels sont les ressorts profonds qui m'amènent à le faire, mais j'aime bien m'arrêter sous un arbre et le regarder, prendre le temps de regarder. Et ça, on omet de le faire, ou on oublie de le faire, et puis on se rend plus compte, pris dans nos tourments divers, que c'est quelque chose qui est à portée de notre main partout, et dont nous avons tous absolument besoin. Bien sûr. Oui, ça demande de prendre le temps justement de vivre aussi au rythme de la nature, parce que finalement je pense que ce que vous dites là, ça souligne quelque chose d'important, que notre rythme aussi peut être naturel et beaucoup plus lent que celui qu'on veut nous imposer, que celui du système dans lequel on s'inscrit. Et donc se mettre au diapason de cette nature, notamment en ville, ça permet aussi de nous renouer, nous aussi, à notre propre corporalité, à notre propre temporalité d'être humain, qui est aussi en lien avec les saisons, avec le jour et la nuit, avec une temporalité définie qui nous constitue, des hormones. Tout à fait. Oui, c'est ça, oui. Mais une temporalité qui n'est pas non plus déconnectée des autres temporalités. Parce que, voilà, moi je mets ça volontiers au pluriel. Bon, si je pense, c'est le cas dans mon esprit actuellement, si je pense aux arbres, dans les arbres, il y a plusieurs temporalités. Il y a une temporalité du temps long, puisque les arbres sont capables de vivre très vieux, la temporalité des saisons, comme vous l'avez dit, avec donc, le cycle annuel et puis la déclinaison des saisons. Il y a aussi
temporalité presque de l'éphémère. Quand on pense à une... Là, voilà, on arrive au printemps, les premiers amandiers dans nos midis sont en fleurs. Tout cela devient très fugace. Donc, on est encore sur autre chose, quoi. Mm. Et en réalité, l'arbre conjugue différentes temporalités, nous aussi, quoi. Oui. Mais c'est vrai que la temporalité qui nous est imposée aujourd'hui, enfin cette injonction temporelle, Mhm. l'injonction de temporalité qui nous est imposée aujourd'hui, ne nous convient pas, Non. ne correspond pas à nos rythmes naturels, on va dire ça comme Mhm. ça, quoi. Ouais. C'est un rythme de l'économie, hein. Mhm. C'est tout à Ouais. fait autre chose. Mhm. On n'est pas du tout dans la même perspective de reprendre place au sein du vivant et au sein du monde. Là, on est sur des perspectives beaucoup plus restreintes Mhm. qui, malheureusement, sont devenues dominantes, quoi. Voilà. Mm, oui. Et justement, vous avez proposé quelques façons de renouer avec le sensible, notamment en ville. Est-ce que vous en auriez d'autres à nous conseiller, donc avec l'écologie sensible? Parce que donc vous disiez en plus, donc on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. Donc comment justement sentir cette voilà cette reliance, cette écologie avec Bah, le reste des enfin, organismes on peut vivants? tout de même l'éprouver, mais dans des lieux qui sont rares, quoi, hein. Et il y a tout de même, voilà, il y a des espaces extrêmement privilégiés qui sont des, je sais pas, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, enfin, ou d'autres qui sont, comment dire, accessibles en tout cas, mais qu'on ne fréquente pas en tout cas, sauf pour des personnes qui ont la chance de vivre pas très loin, qu'on ne fréquente pas tous les jours. Mais il y a aussi il y a aussi des jardins, il y a des espaces publics, des parcs. Mhm. Et c'est vrai que moi, si j'avais vécu en ville, je pense que j'aurais tout fait pour emmener mes enfants aussi souvent que possible pour ne serait-ce qu'être dans un bac à sable, et puis parce qu'il n'y a pas que le vivant non plus, quoi, Oui. jouer avec le sable, Mm. jouer avec la terre, jouer avec le gazon, etc. Mhm. Bon, le gazon, on tombe évidemment dans le vivant. Quand je dis la terre aussi, on est aussi enfin en tout cas pour le sol, on est aussi Oui. dans le vivant. Grimper dans les arbres. Mhm. Plus ça va, plus je suis persuadé que empêcher un enfant de grimper dans un arbre, évidemment, faut le surveiller, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Mais Oui. empêcher, a priori, un enfant de grimper dans un arbre, mais c'est lui infliger des traumatismes, parce que Mhm. nous avons tous, comme nous sommes des primates, nous avons tous un besoin énorme d'aller au-devant des arbres. Et Oui. les enfants, ils le ressentent, ce besoin, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je ne connais pas d'enfant qui n'ait jamais eu l'envie, alors sauf si cette envie a été bridée très très tôt, et qui n'ait Mhm. jamais eu envie de grimper Mhm. dans un arbre. Ça nous est constitutif aussi, Oui. parce que on a un besoin de retrouvailles avec ces êtres vivants euh, avec lesquels nous avons, alors co-évolué, c'est pas le bon terme, mais en tout cas évolué en convivialité. Voilà. D'accord. Voilà. Mhm. Oui, mais justement, comment les arbres ont-ils guidé notre trajectoire évolutive? Ça, vous faites une parfaite transition Oui, ça, sur une question que j'avais posée. voilà. Oui, on va dire la question vient à point, effectivement, Ah quoi. oui, là, Oui, c'est parfait. donc, effectivement, moi je rappelle volontiers que nous sommes des primates. Et alors là, pour le coup, il y a absolument pas de provocation, hein. C'est juste nous reconnaître tel que nous sommes. Alors, des fois, quand je dis cela face à un auditoire, voilà, il y en a quelques-uns, je vois, ça les fait sourire ou ça les fait rire. Mais non, il y a, pas- il y a, c'est Mhm. juste la réalité, c'est juste une observation. Nous Oui. sommes classés comme primates et ça signifie effectivement que d'une certaine manière, je vais dire ça entre guillemets, parce que je joue un peu sur les termes, mais nous descendons des arbres, nous résultons des arbres, notre matrice première, c'est la forêt. Mhm. Et tout cela ne peut qu'avoir infléchi, évidemment, notre devenir
en tout cas l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans notre anatomie, mais pas seulement. Alors dans notre anatomie, puisque mon meilleur exemple, c'est parce qu'en plus nous pouvons le regarder, alors que notre visage, c'est plus difficile de le regarder, il faut se mettre dans un miroir, voilà, bref. Mais si on regarde nos mains, à l'évidence, ça saute presque aux yeux. Oui. Elles sont ce qu'elles sont à force d'avoir manipulé des branches, d'avoir grimpé dans les arbres, d'avoir cueilli des feuilles, des fleurs, des fruits, surtout des fruits, puisque nous sommes restés assez fondamentalement frugivores, même si ça ne correspond pas à notre régime. Et donc, tout cela a sculpté, en quelque sorte, l'ensemble de notre corps. Je ne vais pas décliner l'ensemble de notre corps, mais on pourrait parler du système digestif, de la forme de notre visage, le fait que les yeux soient en position frontale. Et donc, il y a plein d'éléments comme ça. Tout cela a aussi imprimé notre physiologie. Je viens de vous parler de notre digestion. On s'aperçoit que dans notre immunité, il y a aussi des rapports entre les arbres et les êtres humains, puisque l'on sait aujourd'hui que les substances volatiles produites par les arbres ont un effet bénéfique sur notre système immunitaire. Voilà. Donc, nous sommes dans un jeu de relations, pas seulement d'interaction, vraiment de relations très, très profondes, très subtiles, très sensibles avec les arbres, dans lesquels d'ailleurs nous nous sommes élevés. On sait aujourd'hui que c'est pas sur Terre que nous nous sommes redressés, en tant que primates, mais en tout cas que nos aïeux, nos prédécesseurs, les prédécesseurs à Homo sapiens, se sont eux-mêmes élevés dans les arbres. Donc c'est aussi les arbres qui nous ont élevés dans ce sens-là. Voilà. D'accord. C'est pas inintéressant. Voilà. Et on peut imaginer que dans notre manière de voir le monde, la présence des arbres ne soit pas étrangère, parce que nous avons commencé à avoir des arbres. La forêt, c'est quand même un monde, moi, comme je suis écologue forestier, je sais ce que sont les forêts tropicales. C'est un monde où on ne voit pas l'horizon, où on ne voit difficilement le ciel, on ne voit que des arbres. Donc, comment ne pas imaginer que notre imaginaire, nos mythes, nos fantasmes, les grands ressorts de notre pensée ne soient pas infléchis par les arbres. On le retrouve dans d'autres schémas de notre pensée, quand on pense généalogie, quand on pense phylogénie, donc la manière dont la vie c'est elle-même ramifiée. Voilà. Rien que ces termes de ramification, de tronc commun, de racines, c'est des mots qu'on utilise, on s'en rend pas compte, mais on les utilise très souvent. C'est très intéressant. On parle de nœuds aussi. Le nœud, c'est quelque chose qui donne lieu à une ramification. De s'ancrer, de se débrancher aussi. Voilà. Et puis voilà, ou d'être perché, d'être branché. Oui, totalement. Mais en réalité, nous restons très présents dans notre vocabulaire, dans notre pensée. Nous restons en présence virtuelle avec la forêt. Voilà, la forêt n'est jamais loin, finalement. De quelque manière que nous nous considérions. Voilà. Oui, vous dites dans un de vos livres que et si c'était les êtres vivants qui nous avaient éduqués. Donc, ça, c'est pas moi qui dis cela. Ah, d'accord, vous le mentionnez. Non, mais moi, je l'ai repéré, et puis moi, je trouve ça très, très pertinent et très juste. Non, c'est dans un ouvrage de Vinciane Després et Michel Meuret qui s'appelle Composer avec les moutons. Il est intéressant, en tout cas, de creuser l'hypothèse, ou de poursuivre en tout cas cette investigation selon laquelle nous devons beaucoup dans notre savoir finalement à d'autres formes de savoir qui ont été acquises par d'autres êtres vivants. Alors, ça paraît osé de dire ça, mais on s'aperçoit aujourd'hui que tout notre savoir, toutes nos connaissances ne sont pas contenues uniquement dans notre cerveau. Ça dépend, le cerveau, on parle aujourd'hui de cognition incarnée.
on sait que selon la façon dont on a mangé, on a une appréciation des pentes, par exemple, qui n'est pas la même. D'accord. Parce qu'il y a une histoire de pénibilité et tout. Il y a des hypothèses aussi selon lesquelles les chauves-souris ne sont pas les seules à pratiquer des formes d'écolocation, c'est-à-dire la capacité d'entendre les échos de ses propres émissions sonores pour se situer dans l'espace. On sait qu'il y a des non-voyants qui pratiquent cela aussi, voilà, qui ont développé, qui ont exacerbé ce que nous, on ne reconnaît pas quand on d'être voyant, parce qu'on n'a pas creusé cette aptitude. Mais en fait, cette aptitude à nous situer dans l'espace et finalement à être renseigné par quelque chose qui nous vient au-delà de nous-mêmes, tout cela finalement ne cesse d'être développé actuellement, quoi, alors, c'est des gens qui sont plutôt dans la physiologie de la cognition et qui montrent à leur tour combien, encore une fois, pour revenir un petit peu au début de notre conversation, les modèles d'appréhension et d'investigation qui sont proposés par l'écologie sont incomplets, quoi. Incomplets et en plus non seulement partiels, mais partiaux, quoi. Voilà. Tout simplement parce que parler du sensible, pendant très longtemps, c'était mal vu, quoi. C'était considéré comme un écart, comme quelque chose, comme une trahison presque, quoi. Mais à tel point que même, voilà, alors, quand le sensible chez les animaux, bon, je ne saurais pas le dater, mais ça reste quand même relativement récent. Enfin, c'est quelques décennies, je ne sais pas. Mais alors, dans le domaine des plantes que je connais un petit peu mieux, il n'y a que depuis 4 ou 5 décennies qu'on s'autorise à parler de manifestations sensibles. Et avant, par exemple, on parlait d'irritabilité. De poils sensoriels qu'on reconnaissait sur les feuilles des plantes, par exemple. Mais cette capacité sensible de la plante à aller au-devant d'elle, quoi, et tout cela est lié non seulement par des mécanismes biochimiques ou biophysiques, parce qu'évidemment, ils sont toujours là. Mais ça, c'est une transcription. Mais même en des termes très physiques, très structurels, on voit clairement l'inspiration de l'homme avec un grand H par le vivant dans ce qu'il peut construire aussi, tout simplement. Je pense au biomimétisme, quand on va reprendre le modèle de l'oiseau pour construire un avion, ou quand on va s'inspirer de ce qui existe. Je crois que c'était pour construire des bateaux de la forme la plus ergonomique possible. En fait, on va puiser ça dans certaines espèces, comment elles sont, leur anatomie, leur physiologie. Donc, même si on veut, par le progrès, par la connaissance, on veut se montrer supérieur à cette nature dans le modèle qu'on a construit et dans lequel on s'inscrit, finalement, c'est impossible parce que même le fondement même du progrès s'inspire de ce qui existe déjà dans la nature, au niveau anatomique, pour certaines innovations. Quand il s'agit d'un progrès qui vise à ajuster du mieux possible des innovations technologiques avec l'environnement. Donc les avions, les voitures pour des profils aéro ou hydrodynamiques, ça relève complètement de cela, quoi. Après, malheureusement, le progrès n'est pas que ça. Le progrès c'est très vaste. Voilà. Mais en tout cas, le progrès que vous évoquez, lorsqu'il s'agit, encore une fois, d'optimiser un ajustement entre l'innovation et puis les contraintes de l'environnement, nul n'a fait mieux que le vivant. C'est très clair, par un jeu d'ajustement qui ont pris énormément de temps, avec plein d'essais, avec plein d'échecs, et qui ont donné effectivement tout un tas de modèles, on va dire ça comme ça. Alors moi, le terme de modèle ne me plaît jamais, mais on peut dire en tout cas de forme d'inspiration, voilà, parce que
non seulement tout modèle est un petit peu dangereux ou susceptible d'être dangereux, quoi, parce qu'il ne faut pas que ça se transforme en injonction, quoi. Il ne s'agit pas de cela, mais en tout cas, il y a lieu de trouver effectivement dans le vivant des formes d'inspiration pour poursuivre, corriger, infléchir du mieux possible notre trajectoire. Ce qu'est le progrès. Après, bon, voilà, ça reste à définir, mais on ne va pas le faire. Oui, ça serait encore une autre thématique, un autre épisode en soi consacré au progrès bon et durable pour la nature, pour le vivant. Et pour nous, pour le vivant en général, dont nous. Je voudrais vous poser la dernière question du podcast. Donc la question est la suivante. Que signifie pour vous les termes de nouvelle conscience? Donc c'est le nom du podcast. Quand vous l'avez vu la première fois que je vous ai contacté par mail, qu'est-ce que ça a suscité chez vous comme curiosité, comme question? Voilà, comment ça résonne? D'accord. Alors, il faut que je fasse un petit effort de mémoire, mais je pense que pour moi, ça a résonné avec présence. Pour moi, les premières formes de conscience, ce sont d'abord des formes de présence au monde. Enfin, s'il n'y a pas ça, ne peut pas être de la conscience, quoi. Pour moi, notre conscience, c'est aussi, d'une certaine manière, la conscience du monde, quoi. Qui se retrouve dans notre propre conscience, comme dans la conscience de l'ensemble des êtres vivants. Après, c'est encore un autre débat. Et derrière ce terme de conscience dans le titre de votre podcast, il y a une proposition, que je ressens alors pas de remise en question, mais en tout cas de proposition d'afflexion, de proposition consistant à nous demander finalement comment nous sommes au monde, finalement comment nous ressentons cela et quelles propositions nous pourrions éventuellement faire pour essayer d'améliorer. C'est certainement améliorable, ça. On ne peut penser que cela. Je pense, on est dans une telle situation, un tel délabrement, quoi. Le terme est fort, mais au moins il est parlant, quoi. Mais un tel délabrement qui relève de cette manière dont nous sommes virtualisés, nous sommes soustraits au monde, que finalement parler de conscience, ça peut paraître galvaudé, ça peut paraître, je sais pas, gentil ou usé, bref. Mais je veux dire, si on ne parle pas de ça, de quoi on parle, quoi, hein, Donc voilà, ce à quoi effectivement le joli titre de votre podcast me renvoie. Merci beaucoup, merci Monsieur Tassin. Donc on peut retrouver vos écrits dans vos nombreux livres, notamment publiés aux éditions Odile Jacob pour la plupart, d'après ce que j'ai pu voir. Après, comment vous retrouver également? Vous avez aussi des interventions sur YouTube. J'ai vu, vous avez participé à de nombreuses conférences. Aussi. Oui, des conférences enregistrées. Voilà, c'est ça. Et vous avez un prochain livre bientôt qui sera publié. Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais il faut laisser le suspense. Oui. Comment dire, quand on a publié un livre, on se dépêche on se précipite sur le suivant, parce que ça devient... Parce que comment dire, on publie un livre quand on se dit, là, il faut que, quand même, il y a un moment où il faut que je marque une étape. Mais en réalité, c'est un processus qui ne s'interrompt jamais, quoi. Quand on est auteur. Donc, effectivement, il y en a un prochain qui restera dans la même veine. Voilà. D'accord. J'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Merci encore pour vos mots et vos inspirations. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous
et à bientôt!